Bonjour à tous. Encore un rendez-vous, il y en aura comme ça jusqu'à début mars, un quart d'heure avec un candidat. Et aujourd'hui, ce sera une candidate. Et de mémoire, ce sera la deuxième d'ailleurs depuis qu'on a commencé cette émission. C'est Maria Alvarez, candidate à Gravelines. Bonjour. Bonjour Florence. Et c'est Ahmed Kara du Farnacarquois Journal des Flandres qui va tenir cette émission en ma compagnie. Bonjour Ahmed. Florence, bonjour Madame Alvarez. Bonjour Ahmed. Maria Alvarez, candidate à Gravelines. Vite fait un petit topo, vous êtes conseillère municipale d'opposition actuellement. Oui, depuis 2008, je suis conseillère municipale d'opposition. Je suis sans étiquette, donc non inscrit à un parti. J'ai eu le soutien de l'UDI et de l'UMP qui... Ça, vous l'affirmez, malgré oui, que... tout à fait, oui, tout à fait. Je n'ai pas à me cacher, mais... Personnellement, je n'ai pas d'étiquette, je n'ai pas de carte à un parti politique, je n'en ai jamais eu. Et ma liste est composée d'hommes, de femmes, de divers horizons politiques. Il peut y avoir des gens plutôt à gauche ou à droite, mais également des personnes de la responsabilité civile, des hommes et des femmes de bonne volonté qui souhaitent s'impliquer pour l'intérêt de leur commune. Comment vous faites pour avoir le soutien de l'UMP sans avoir de carte ? Nous sommes nombreux dans ces cas-là. Alors, j'ai le soutien, je veux dire, le soutien, c'est simplement le fait qu'ils appellent leurs électeurs à voter pour ma personne. Je n'ai aucun financement de l'UMP, je n'ai aucun soutien logistique de l'UMP, j'ai simplement le fait que, d'ailleurs, je l'ai appris par la presse, que j'avais leur soutien. C'est quand ils ont donné les soutiens officiellement à Lille qu'ils ont cité mon nom pour la commune de Gravelines, simplement parce que face à un candidat du Parti Socialiste et une candidate du Front National, bien évidemment, ils appellent leurs électeurs à se mobiliser derrière ma candidature. Maria Alvarez, quand même, pour vous connaître un petit peu, pour ceux qui ne vous connaissent pas, conseillère municipale d'opposition, toute seule, parce qu'en réalité, vous avez pris votre indépendance, vous avez été élue à ce conseil sur la liste de Léon Panier, et vous en êtes sorti... Sonny Clincard, pardon. Mais Léon était derrière, Sonny Clincard est C'était parti. la tête de liste, voilà, c'était presque bicéphale. Voilà, oui, tout à fait. Sonny Clincard parti, on va dire que c'est Léon Panier qui tenait les rênes de cette liste au sein du conseil, et vous en êtes parti aussi, pourquoi ? Alors, je suis partie de la liste simplement parce que j'ai souhaité travailler à un moment seule, parce que dans cette équipe, j'avais un petit peu l'impression de tourner en rond, de ressasser toujours des vieilles histoires qui dataient de nombreuses années, et je pensais que l'avenir, c'était de regarder l'état des lieux du moment et ce que l'on pouvait faire en se projetant dans l'avenir et pas toujours regarder dans le passé. Donc j'ai souhaité prendre mon indépendance tout en restant dans l'opposition, contrairement à d'autres conseillers qui ont fait le choix de rejoindre la majorité. Moi, je suis restée dans l'opposition. Je l'ai affirmé et j'ai défendu d'ailleurs ma position avec ténacité tout au long de ce mandat. Et justement, vous ne regrettez pas un petit peu aujourd'hui parce que c'est difficile de constituer sa liste, c'est difficile d'être seul dans l'opposition. Vous ne regrettez pas un peu aujourd'hui de vous être désolidarisé de... Non, je ne le regrette pas parce que ça m'a donné une indépendance justement de parole et de position. Ça m'a permis de travailler sur ce qui, moi, me semblait important. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, ma liste, elle est pratiquement bouclée. Il me manque que quelques femmes. Ça vous a donné confiance ? Confiance, je pense que je n'ai jamais manqué de confiance en moi. Je suis quand même quelqu'un de très volontaire. Je fais preuve de sincérité, d'intégrité, de pugnacité parfois, je vais dire de la ténacité. Donc de la confiance en moi, je n'en manque pas. Je dirais même qu'il m'arrive parfois de pécher par manque d'humilité. Bon, alors, Maria Alvarez, candidate à Gravelines, vous avez déjà dévoilé... Et on peut vous en honorer parce qu'il y en a beaucoup qui, pour l'instant, mettent tout caché. À croire que des fois, on se demande s'ils ont des projets. Bref, vous avez pour projet plein de choses. Allez, on va commencer par les finances. Une baisse du taux d'imposition sur la taxe d'habitation. Vous considérez que c'est important pour faire venir des gens à Gravelines ? Il n'y en a pas assez ? Et alors, moi, j'estime que c'est important pour rendre un petit peu aux Gravelinois de la manne financière qui émerge des nombreux sites industriels qui sont sur son territoire. Gravelines, le budget de la ville, voilà, tout à fait, 67,5 millions d'euros, c'est le budget de la ville qui avoisine les 11 000 habitants aujourd'hui. Donc, moi, j'estime qu'une ville comme Gravelines ne devrait pas payer de taxes d'habitation. Et ça se fait dans d'autres villes. Donc, c'est tout à fait faisable. Alors, par exemple, à Marquise, il y a d'autres villes qui ont enlevé, et c'est pas la seule, en France, il y a aujourd'hui des villes qui ont enlevé le taux d'imposition. Alors, moi, je ne dis pas que demain je passe, je vais l'enlever. Parce que, d'ailleurs, c'est tout à fait faisable de l'enlever. Mais le baisser, sûr. Le baisser, sûr. La taxe d'habitation, ça représente 1 million d'euros.
sur un budget de 67,5 millions d'euros. Vous comprenez bien qu'il est tout à fait possible, sans mettre en danger les finances de la ville, de baisser ce taux de taxe d'habitation. Et vous le baissez selon quelle modalité? Alors les revenus, l'impôt sur le revenu, la composition du foyer? Non, c'est le taux. Bien évidemment, vous savez qu'il y a déjà une baisse qui est pratiquée à Gravelines concernant les revenus. Et même un grand nombre de foyers sont exonérés déjà, par ailleurs, de la taxe d'habitation. Donc, ce n'est pas du tout là-dessus. Actuellement, le taux doit être de 24,6. Je compte le baisser dès l'année suivante, mon élection, à 21%. Mais mon objectif, c'est sur quelques mandats, d'ailleurs pas quelques mandats, puisque je me suis engagée à ne pas faire plus de 2 mandats en tant que maire si je suis élue. Donc, sur plusieurs années, moi, mon objectif, c'est de supprimer cette taxe d'habitation. Mais pour ça, il va falloir faire des choix. Il va falloir compenser, il va falloir aussi limiter certains coûts. Mais mon objectif est celui-là. Et je dirais même que il y a la taxe d'habitation, mais le minimum, quand même, quand on est un républicain, c'est d'appliquer la loi. Et vous savez très bien que la circulaire Borloo, elle permet de dégréver la taxe immobilière sur le foncier bâti à usage d'habitation. Ça ne concerne pas les entreprises qui sont dans la zone des 2 km autour de la centrale et dans la zone des 3 km autour des Céveso. Or, cette circulaire, c'est la loi, elle n'est pas appliquée. La moindre des choses, c'est quand même d'appliquer la loi. Donc moi, bien évidemment, je compte me pencher sur cette taxe d'habitation, je dis bien sur les habitations à usage d'habitation, pas du tout d'entreprise, et appliquer la loi. Ce n'est de toute façon qu'un juste retour des choses, parce que vous savez très bien que les propriétaires, quand ils vont vouloir vendre leur maison, ils auront bien évidemment une décote du prix qu'ils auraient pu demander, justement à cause du voisinage de ces nombreux sites Céveso. Il faut savoir aussi que dans les zones de 2 km autour de la centrale, les terrains ne sont plus constructibles. Donc les gens ne peuvent même pas faire construire une véranda, une aile à leur maison. Donc ils subissent un préjudice, c'est quand même la moindre des choses, qu'ils aient un avantage par rapport à cette manne financière qui est importante et qui doit revenir en partie aux Gravelinois et à Gravelines. On va avancer. D'autres projets, je sais que vous êtes attaché, quand on voit votre programme, à la santé, avec l'envie, avec le constat aussi qu'il y a un petit peu une désertification médicale. Alors, c'est pas propre à Gravelines, on le rappelle, focalise pas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à Gravelines? Mutualiser des moyens, ouvrir des centres médicaux? Oui, alors tout à fait. Par contre, je suis attachée à la proximité. Je suis attachée à la proximité. D'ouvrir des centres médicaux, tout le monde a envie. Maintenant, faire venir des toubibs, ça c'est une autre affaire. Alors ça, c'est fait à Honscott pendant les élections régionales. Je n'ai jamais caché. J'étais sur la liste de Valérie Létard à la 59e place, donc loin d'être éligible lors des élections régionales. Et à Honscott, on a planché durant ces élections régionales sur l'ouverture d'un centre médical à Honscott qui a vu le jour et qui fonctionne parfaitement. Et donc, il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas ailleurs. Alors, il y a différents centres également de centres médicaux. Il y a ce qui a été fait à Grande-Synthe, qui est une maison médicale avec des médecins qui sont des salariés. Moi, ce n'est pas ça que je propose. Moi, je propose exactement ce qui a été fait à Honscott, c'est-à-dire que pour moi, la profession médicale, c'est une profession libérale. Donc, on doit mettre des moyens pour permettre aux médecins, aux spécialistes, il n'y a pas que les médecins généraux, de s'implanter sur la ville en mutualisant les moyens, donc bien sûr des locaux. En offrant le bâtiment, limite voilà, tout à fait. Alors des locaux, des parkings, également avec des soutiens financiers auprès du conseil régional, par exemple, la mutualisation de la partie administrative, donc ce qui permet à des femmes médecins de venir s'implanter, parce qu'en étant à plusieurs, elles peuvent faire des tours de garde et elles peuvent se décharger d'une partie de l'administration, toute la partie administrative qui est quand même rébarbative. Ce n'est pas le métier qu'elles ont choisi. Donc là, ça peut permettre d'attirer. Mais je voudrais quand même spécifier que je suis attachée à la proximité. Il n'est aucunement question de dire aux médecins qui aujourd'hui peuvent être répartis sur les hameaux, il y en a encore par exemple aux huttes, de leur dire vous quittez votre hameau pour venir tous au même endroit. Ce n'est pas ça. Les gens sont attachés à leurs médecins dans leur quartier, c'est important. Le centre médical, ça sert à quoi? Ça sert à faire venir
des gens de l'extérieur, pas centraliser ceux qui sont déjà présents. D'accord. Ça sert aussi à faire venir des spécialistes. On manque d'ophtalmo, on manque d'un tas de disciplines. Oh, mais enfin, il faut vraiment avoir une belle opération séduction. Oui, hein, oui, alors bien pour faire évidemment, venir du monde, on hein. va vous dire que tout ça, ça ne dépend pas de nous et que ça dépend du numerus clausus. Alors je suis d'accord qu'il faut jouer sur le numerus clausus et ça, d'un point de vue municipal, on n'a aucun levier sur cette chose. Avant même de parler du numerus clausus, on pour faire venir des ophtalmos, Voilà. C'est pas une question de numerus clausus, c'est une question de moyens et de... Tout à fait. Mais Et c'est pour ça. Je vous rejoignais, vous allez comprendre pourquoi. Le numerus clausus, parce que c'est quelque chose que mes concurrents avancent, le numerus clausus, si on le bouge aujourd'hui, ça n'aura des effets que dans 8 à 10 ans. Donc vous pensez bien que les gens ne peuvent pas attendre 8 à 10 ans avant d'avoir des spécialistes et des médecins sur leur territoire, sur leur sol. Donc vous voyez, je vous rejoignais tout à fait, Ahmed. Mais c'est-à-dire, alors vous offrez le bâtiment, vous offrez la secrétaire vous offrez le service administratif. Il faut aller chercher, en effet, les financements qui sont dédiés dans les structures, que ce soit conseil général ou conseil régional ou autre. Il faut monter des dossiers, il faut créer les bâtiments, il faut autour qu'il y ait des parkings et il faut mettre des moyens administratifs en tant que secrétariat, en effet, pour permettre à des femmes, elles sont de plus en plus nombreuses à choisir ces filières, de venir de préférence s'implanter chez nous parce qu'elles pourront à plusieurs faire des tours de garde et donc avoir une vie de famille, parce qu'elles pourront se décharger d'une partie de l'administration qui n'est pas le métier qu'elles ont choisi et ce qui leur permettra d'avoir une qualité de vie et des loisirs à côté. Maria Alvarez, candidate à Gravelines, le temps passe très vite. S'il y avait d'autres domaines qui sont pour vous des priorités, maintenir, j'imagine, la jeunesse à Gravelines, ça veut dire offrir différents services, différents moyens, différentes animations. Il y a la jeunesse, qui n'en manque pas à Gravelines, on va être clair. On va dire simplement. Pour les aînés, on a une population qui est très vieillissante. Pour les aînés, moi, j'envisage la création d'un nouveau béguinage. Mais pas seulement. J'envisage également de mettre en place des remises à niveau au niveau du code pour les personnes âgées avec des associations. Ça coûte pas d'argent. Voilà, au code de la route. Parce que moi, quand j'ai passé mon permis, eh bien, des pistes cyclables, il n'y en avait pas. Mes parents, quand ils ont passé leur permis, des ronds-points, il n'y en avait pas. Et tout ça, eh bien, il faut se remettre un petit peu à niveau. Pour les personnes âgées, et pas seulement pour les personnes âgées, il y a encore aujourd'hui du mal logement à Gravelines. Il y a encore, vous le savez, des baraquements sur Petit Fort. Oui, mais je veux dire, les baraquements, ils datent de l'après-guerre. Hein. Donc, ça fait quand même un sacré bout de temps. Et je pense que... Ils ne tiennent pas leur baraquement. Si vous allez voir aujourd'hui les personnes âgées à Petit Fort, elles ne vous disent pas « moi, je ne veux pas partir d'ici, je suis bien à Petit Fort ». Moi, je pense qu'elles ont quand même envie d'une qualité de vie. Il n'y a pas... Oui, mais à la place de leur baraquement, elles veulent une nouvelle maison, elles veulent pas bouger de leur... Voilà, elles veulent pas rester de leur hameau. Il faut mettre les moyens pour qu'elles ne bougent pas de leur hameau. C'est ça qu'elles veulent. Donc vous démolissez les baraquements et vous reconstruisez des maisons à la place des baraquements. On reloge déjà en premier les gens et on démolit pour reconstruire ensuite, bien évidemment. Mais on s'attache à garder les gens sur leur hameau. D'accord. Donc on ne les envoie pas au Pont-de-Pierre, par exemple, s'ils sont du Petit Fort. Pour être très clair, donc une phase de relogement, donc vous reconstruisez. Ensuite, la maison que vous avez reconstruite, vous la revendez à la personne âgée ? Les baraquements ne sont pas propriétaires. Il y a des baraquements... Vous la relouez au même tarif ? Je veux dire, comment ça se passe ? Sur les tarifs. Le montage financier. Sur les tarifs, je pense qu'il y a toute une relation à mettre en place avec les partenaires, dont les bailleurs, avec EDF également, pour toutes ces maisons du parc EDF qui sont vides et qui, à mon sens, mais ça, on n'a pas le levier quand on est maire, on n'a pas le levier intégral. Mais il faut mettre en place les négociations, il faut que ce devienne une priorité du mandat pour faire rentrer dans le parc social toute une partie de ces logements. Pour la jeunesse, bien évidemment, j'envisage également des choses, mais également, je dirais, outre la jeunesse, ça concerne la jeunesse, mais des publics un peu plus âgés également, pour l'insertion, moi je suis pour qu'on permette aux gens de se hisser vers le haut et plutôt que de les maintenir dans la précarité. Oui, mais moi j'ai des exemples concrets. Par exemple, que les garagistes ne s'inquiètent pas, j'envisage la création de garages associatifs pour permettre pour les publics les plus fragilisés et dans simplement le retour, dans le cadre du retour à l'emploi, l'insertion. Que les véhicules soient en état de marche. Il y a des gens qui ne peuvent pas se rendre sur leur lieu de travail et qui sombrent encore plus parce que leurs véhicules, ils n'ont pas les moyens. Ils vont être contents, les garagistes de Gravelines. C'est ce que je vous dis, dans le cadre des publics les plus fragilisés, qui de toute façon n'ont pas accès
à ce type de prestation et dans le cadre du retour à l'emploi. C'est pas pour aller se promener le samedi soir. Je comprends bien. Également la location de scooters ou de véhicules pour ces mêmes publics qui ont besoin à un moment de se rendre, mais ça ne peut être que sur une durée limitée. C'est simplement leur permettre de pouvoir s'insérer professionnellement ou de continuer leur emploi s'ils en sont déjà, de pouvoir se rendre sur leur lieu de travail. C'est quand même important et en les aidant à travers ce levier qui ne peut être que d'une durée limitée. Merci beaucoup, Maria Alvarez, d'avoir répondu à notre question pour nous parler de votre programme sur Gravelines. Merci beaucoup, Ahmed Kara. Et on rappelle que cette émission, on peut la revoir, on peut la voir pour ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, lefarduncarquois.fr, le journal des Flandres.fr, deltafm.fr, etc. Et on peut réécouter. C'est une petite précision parce que j'oublie de le dire presque chaque jour. Les vidéos, tout ça, ça reste à la veille des élections. Hein. Oui. C'est pas éphémère. Hein. Tout à fait. Enfin, si, mais à un point. On peut se faire des nuits interviews politiques. Merci à vous, en tout cas. On peut, si on sait pas quoi faire. Voilà. Un quart d'heure avec un candidat. C'est chaque jour à 13h et 19h sur Delta FM.